On est dans le 6 août 2023, jour où l'ultimatum fixé par la France, par la CEDEAO contre le général Tiani et son groupe de révolutionnaires qui a renversé Mohamed Bazoum arrive à expiration. Donc, les autorités de la CEDEAO avaient ordonné et sommé le général Tiani de revenir à l'ordre constitutionnel dans un délai de 7 jours, comme quoi la CEDEAO allait intervenir. Donc, actuellement, nous regardons l'actualité et l'intervention militaire annoncée en grande pompe semble se dérouler dans les nuages ou quelque part sur Netflix, en tout cas sur le terrain, comme nous vous l'avions d'ailleurs dit. Il n'y a rien du tout, oui, parce que vous ne pouvez pas demander à des puissances extérieures d'intervenir sur votre territoire contre votre armée pour vous remettre au pouvoir et pour que vous gouverniez la même armée plus tard. De un, vous ne pouvez pas demander à une puissance extérieure, en l'occurrence les États-Unis, comme Mohamed Bazoum l'a fait dans le Washington Post il y a 4 jours, d'intervenir pour vous remettre au pouvoir pour vos beaux yeux, alors que la population elle-même ne réclame aucunement votre retour. L'expression de la démocratie dans la manière, dans sa manifestation la plus pure, la plus primaire, c'est justement la contestation populaire, la rue, si vous voulez. Et c'est ça qu'on a fait au Niger. Et vous ne pouvez pas demander à un étranger d'intervenir chez vous, alors que le peuple lui-même ne veut pas de vous. Quelle est la légitimité que vous allez y avoir quand la population dont vous prétendez qu'elle vous a voté vous dit aujourd'hui que bon, on regrette que tu aies été notre président et on ne veut plus de toi. Deux, vous ne pouvez pas demander tout court à des étrangers d'intervenir militairement chez vous et mettre en péril la vie de soldats étrangers, la vie de soldats des pays voisins et la vie des civils des pays voisins et la vie de civils de vos populations qui seront évidemment les victimes collatérales d'une guerre sanglante dont le principal objectif sera de vous remettre au pouvoir, vous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, Mohamed Bazoum? Qu'est-ce qu'il a de particulier qui ferait que il vaut la peine que les Africains versent de leur sang pour que lui, il retourne aux affaires? Ça veut dire qu'on est vassal d'une puissance extérieure et au contraire, ça atténue le désamour de la population envers justement ce Mohamed Bazoum là qui, plutôt que de tirer sa légitimité de ce peuple dont il prétend qu'il a élu en demandant au peuple de faire bloc face à l'armée, comme on a vu avec Erdogan en Turquie il y a quelques années lors du putsch manqué, au lieu de faire cela, il demande aux États-Unis, il demande à la France, en gros, il demande à ceux qui l'ont installé là. Ça signifie qu'on est un suppôt du néocolonialisme, on est un vassal de l'impérialisme 2.03. Voilà donc où on en est. Donc, le putsch n'aura pas lieu, le renversement des renverseurs n'aura pas lieu. Le général Tiani accuse, essuie la CEDEAO essuie aujourd'hui une grosse défaite de la part du général Tiani, de la part des nouveaux leaders de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry, le Niger, qui ont compris que le mode de partenariat que l'Afrique faisait jusqu'ici ne peut pas concourir à l'émergence de l'Afrique. Il faut de réels équilibres où l'Afrique réfléchit avant de dire oui à un contrat à signer. Ou, comme je disais, on ne prend plus une société étrangère qui vient parce qu'elle a la technologie, oublie que sans la ressource, la technologie est caduque et estime que c'est normal que moi, au Renault, je prenne les 70% des parts d'un uranium qui, jusqu'à il y a pas très longtemps, alimentait quand même un tiers de mes centrales nucléaires. En tout cas, un tiers de l'uranium qui alimentait mes centrales nucléaires provenait justement de ce pays, voilà, où je prétends avoir la primauté dans le contrat, alors que nous sommes interdépendants. La ressource vaut autant que la technologie qui permet à la ressource justement d'être exploitée, parce que la ressource aussi permet à la technologie d'avoir un sens et de générer de l'activité, de la production. Donc, nous n'avons donc rien et nous n'aurons rien. Les Africains vont continuer à manifester justement leur volonté d'avoir un co-développement et une co-construction où nous allons émerger tous ensemble. La France, les États-Unis, l'Allemagne seront riches et l'Afrique sera riche aussi.
Jamais la France, l'Allemagne et les États-Unis ne seront encore riches sur le dos, sur la pauvreté des Africains. Sinon, on sera pauvres tous ensemble. Ou on gagne tous ensemble, ou on meurt tous ensemble. C'est comme ça que ça va fonctionner désormais. Le ministre des Armées en France, et c'est très drôle, Sébastien Lecornu, nous annonce que les accords militaires que le gouvernement nigérien est en train de rompre avec le ministère des Armées français, cette décision du gouvernement nigérien est sans effet et nulle parce que la France ne reconnaîtrait pas les nouvelles autorités nigériennes. Mais la France reconnaît l'autorité tchadienne, le putschiste Kaka Déby, qui, justement, contre l'avis de son propre peuple, sans le moindre vote, est au pouvoir depuis 2021 et a prorogé ce qu'il appelait une transition. Là, la France, il n'y a absolument pas le moindre problème. Elle envoie d'ailleurs monsieur Kaka comme médiateur à la CEDEAO. Sébastien Lecornu nous met face à une question qui est assez intrigante, c'est-à-dire que voulez-vous à la fin, chers Français, chers Européens, chers Occidentaux, parce que dans cette logique d'émancipation, dans cette logique de diversification de ses partenaires, dans cette logique d'acceptation de la multipolarisation et du refus des monopoles, l'Afrique dit, ok, vous nous avez dit pendant 1000 ans que nos dirigeants sont corrompus et que nous devrions régler leurs comptes. C'est ce que nous sommes en train de faire, et curieusement, ça ne vous plaît pas. Mohamed Bazoum a été vu comme corrompu par son peuple et un vassal de l'impérialisme, ce qu'il a d'ailleurs prouvé, et les Nigériens ont donc soutenu les putschistes qui l'ont renversé. Vous dites que non, il ne fallait pas. C'est le président légitimement élu, et donc, voilà, il ne fallait pas, même si la population qui l'a élu décide donc aujourd'hui, elle n'est pas d'accord et elle ne veut plus de lui, vous dites que non, il ne faut pas, et vous demandez même qu'on intervienne militairement dans un pays souverain, un pays où la population a dit on ne veut pas de ces dirigeants, les mêmes qui veulent que l'Ukraine soit laissée en paix et que Poutine lâche les bottes de l'Ukraine et la laisse tranquille parce que c'est un peuple souverain, un pays souverain qui décide de son avenir, les mêmes vous demandent d'aller intervenir contre votre frère, d'aller tuer le général Tiani, d'aller mener une guerre pour régler un coup d'État qui n'a pas versé la moindre goutte de sang et où le peuple a exprimé sa souveraineté en disant que oui, on veut de ce nouveau dirigeant là, c'est dingue. Donc, dans la foulée, Sébastien Lecornu donc nous dit que l'intervention, les mesures d'annulation des contrats militaires est nulle et sans effet parce que l'intervention du général Tiani est anticonstitutionnelle et parce que ce ne sont pas des autorités légitimes. Il nous dit donc même comme, bien qu'on nous ait dit qu'il fallait renverser nos dirigeants corrompus, dès que nous les renversons, ces dirigeants corrompus, on dit « Ah non, vous n'avez pas bien renversé, il ne fallait, on va décider, il y a notre place de qui est-ce qu'on aurait dû mettre, de comment on aurait dû procéder. » On nous dit que non, le général Tiani, c'est quelqu'un qui voulait régler un différend personnel. Bon, curieusement, le peuple ne voit pas les choses sous cet angle-là. Le peuple accepte que ce soit celui-là qui est au pouvoir. On est bien au-delà du différend personnel. Et de deux, les mesures que le général Tiani est en train de mettre sur pied, les mesures de rupture des contrats léonins, des contrats carnassiers, des contrats carnivores, des contrats anthropophages, montre que il ne s'agissait pas seulement de quelqu'un qui voulait y revenir aux affaires parce qu'il avait peur d'être évincé, mais de quelqu'un qui avait un agenda de rupture dans la droite lignée de ce qu'on a au Burkina Faso avec Ibrahim Traoré, au Mali avec Assimi Goïta, en Guinée avec Mamadi Doumbouya, et ainsi de suite. Donc, il n'en est rien. De deux, quand Sébastien Lecornu dit qu'on ne va pas sortir de ces contrats militaires, on a là exactement la contradiction de ceux qui nous disent vous êtes incapable de vous développer tout seul, on est toujours là à vous aider, prenez-vous en main et tout, et qui nous explique que non, la colonisation et l'intervention militaire coûte très cher à la France et ça fait très mal, et d'ailleurs, elle perd ses soldats. Là, on vous dit, ok, la colonisation vous a coûté très cher, on n'en veut plus, on veut vous soulager. Les soldats que vous avez sur le sol africain perdent la vie pour rien. On ne veut plus. On veut vous soulager. Prenez vos 1500 soldats de l'aéroport à Mani-Diori et ramenez-les à Paris, à Villa-Coublay, ou ramenez-les où vous voulez, mais en tout cas, sortez-les de chez nous. Et là, on dit non, ils ne vont pas sortir, on va rester là parce que nous n'avons pas été bien chassés. On aurait voulu que ce soit Mohamed Bazoum, dont celui que nous avons installé là, notre pion. On aurait voulu que ce soit lui qui, nous chasse. Mais on ne veut pas que ceux qui veulent vraiment nous chasser, nous chassent. Donc on veut des Africains qui veulent toujours que nous restions là. On ne veut pas des Africains qui nous disent, bon, on va se prendre en main maintenant. Mais dans le même temps, on demande aux Africains de se prendre en main. C'est la même chose que la même France a fait en 1959 contre
Ahmed Sékou Touré, qui, en 1958, dit au général de Gaulle, nous préférons la liberté dans la pauvreté et la richesse dans l'esclavage. Et 2 ans plus tard, il décide de sortir, enfin de créer de nouveaux organismes monétaires et tout, de sortir du franc CFA, de créer une monnaie autonome et de s'émanciper de la tutelle économique française. Qu'est-ce que la France a fait? Elle a retiré tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire tout ce qu'elle avait comme structure, comme installation en Guinée-Conakry, elle a tout détruit. Elle a lancé ce qu'ils ont appelé l'opération Persil déjà dès 1959, où on a créé des faux billets de la nouvelle monnaie, on a créé des faux billets de la nouvelle monnaie guinéenne qu'on a disséminée partout. La même opération que les Allemands nazis avec Reinhardt avaient fait en Grande-Bretagne pour justement faire chuter l'économie britannique. Le même nazisme monétaire 1.0 que les Français ont mis en Guinée pour saboter l'économie guinéenne et montrer aux Guinéens que, ah non, sans nous, vous êtes incapables d'émerger. Donc, l'opération Persil a tué l'économie guinéenne qui essayait de se relever justement et de construire un tissu industriel novateur. Voilà, les mêmes Français qui disaient que oui, vous êtes indépendants, gérez-vous, nous sommes trop chargés du fait de devoir à nous occuper de vous, gérez-vous, prenez-vous en main. Les mêmes Français ont dit aux Guinéens que, ah non, vous avez eu tort de nous chasser. On a vu la même chose par la même France en 1825, donc bien avant, près d'un siècle avant l'épisode de la Guinée-Conakry, où lorsque Haïti a tabassé Napoléon le 1er janvier 1804 et a accédé à l'indépendance après les grandes batailles dont la bataille de Vertières, Haïti justement essaye de se relever justement de plusieurs décennies, de plusieurs années d'esclavage, de très très longues années d'esclavage. Et Haïti décide que bon, voilà, on va essayer de regarder vers l'avenir. On envoie le roi Charles X, le même que les Français ont chassé plus tard en 1830, le même Charles X envoie en 1825 un navire qui va dire aux Haïtiens, vous nous devez plus de 100 millions de francs, plus de 150 millions de francs, vous devez nous payer. C'est-à-dire, vous devez nous payer 150 millions de francs. Et non seulement vous devez nous payer cela, parce que c'était le paiement entendu comme compensation au colonialisme. Donc vous avez un pays qui a été mis en esclavage et colonisé par un autre, le pays se libère, et le pays qui s'est libéré reçoit de la part du pays qui l'a colonisé l'injonction selon laquelle il devrait payer les frais de chassement, d'expulsion. Donc Haïti a eu tort d'expulser la France et de vouloir se développer de manière autonome. On dit donc aux Haïtiens, vous allez payer 150 millions de francs de dette. Et comme si cela ne suffisait pas, on dit aux Haïtiens, pour payer cette dette, vous allez emprunter auprès de nos banques, dont les banques françaises. Donc, vous empruntez chez nous pour nous rembourser. Si je vous dois 150 millions, faisons le calcul, et que en même temps pour vous rembourser, je prends 150 millions de votre banque pour vous rembourser, je vous dois 300 millions. Puisque j'ai contracté, ça aboutit à ce qu'on appelait une double dette. J'ai contracté un prêt supplémentaire, un emprunt supplémentaire pour rembourser une dette que j'avais déjà et qui par ailleurs a été fabriquée de toutes pièces. La double dette de Haïti, c'est une enquête d'ailleurs du New York Times d'il y a quelque temps qui a révélé que on est voilà à des sommes qui équivalent à plus de 10 fois le montant originel. On y a plusieurs milliards d'euros aujourd'hui, c'est-à-dire les carcans qui ont empêché Haïti d'émerger sont non seulement internes, on parle de la corruption et de tout ce que vous voulez, mais le principal élément qui a empêché justement cette puissance, enfin ce pays de sortir et de manifester sa puissance, outre la puissance qu'il a montrée avec Jean-Jacques Dessalines et tout ça l'ouverture en tabassant Napoléon à la fin du XVIIIe siècle, c'est justement voilà les éléments qui ont empêché Haïti d'émerger, c'est ce genre de carcan-là. La même chose que Sébastien Lecornu fait donc aujourd'hui en disant nous n'allons pas partir, donc on vous chasse, on vous expulse. OQTN, obligation de quitter le territoire nigérien. Vous dites non, on ne part pas. Et vous allez dire demain à nos enfants que nos frères, que leurs pères, dont nous avons vendu, c'est nous qui avons vendu nos pays aux colonisateurs, pendant que nous, leurs parents, leurs grands-parents que nous sommes, disons aujourd'hui, mais partez. C'est-à-dire, partez, on ne vous chasse pas pour détruire, l'Afrique ne veut pas détruire un autre pays, l'Afrique veut une co-construction, elle ne veut pas se faire exploiter
outrageusement par des gens qui sont enrichis sur sa pauvreté. Elle veut commercer, elle veut négocier, elle veut recommencer tout à zéro et parler avec des gens qui vont respecter la règle du 50-50, la règle du partage, la règle de la co-construction, je le redis encore. Donc quand Sébastien Lecornu sort ses cornes pour dire que nous allons rester au Niger, ça n'a aucun sens parce que l'Afrique dit partez et parce que vous-même vous dites mais vous les Africains arrêtez de développer vous-même, on vous aide tout le temps, on vous envoie l'aide au développement, on envoie nos soldats qui meurent pour vous, mais comment quand on dit arrêtez de mourir pour nous, vous organisez justement toute une manœuvre pour continuer à rester là. Quand Thomas Sankara a dit en ayant note, c'était à la fin du mois de juillet, justement, en 1987, à la tribune d'Addis Abeba, que